J'habite au Vermont et j'y ai grandi quasiment toute ma vie. Je me suis toujours senti chez moi dans les bois. Ils m'apaisent. Je n'ai jamais vraiment eu peur d'y être, surtout en plein jour, car le Vermont n'est pas particulièrement dangereux du point de vue de la nature. Je ne suis pas doué pour rester silencieux en marchant, mais je suis très conscient des bruits que je fais et des sons des bois autour de moi. Il m'est arrivé à quelques reprises que les bois deviennent étrangement silencieux, mais en général, si on s'arrête, les bruits de la forêt reviennent au bout d'une minute. Pourtant, j'ai vécu 2 fois où le silence était total et le malaise s'est installé. La première fois, c'était vers 2012, lors d'une randonnée avec ma copine de l'époque sur le mont Abraham. Il y a une partie du sentier vraiment unique et magnifique, où les arbres deviennent moins denses et la mousse recouvre le sol visible. Nous marchions dans cette zone quand soudain, les bois se sont tus et nous nous sommes arrêtés instinctivement. Elle m'a demandé si je ressentais la même chose. J'ai répondu que quelque chose semblait étrange, mais j'ai ri en plaisantant, disant que c'était probablement moi qui haletais trop fort. Nous avons repris notre marche, elle devant moi, mais le silence persistait, et j'avais constamment l'impression que quelqu'un était là, juste derrière mon épaule. Cette partie du sentier n'est pas très longue, environ une demi-heure, mais le temps semblait suspendu, tout comme l'air autour de nous. Arrivés à l'intersection du prochain sentier, nous nous sommes arrêtés à nouveau. Et là, à moins de 10 mètres, nous avons tous deux vu quelqu'un traverser rapidement le sentier pour se cacher derrière un petit arbre mort. La personne a passé la tête derrière l'arbre avant de se retirer. Cet arbre était si petit que seule une très jeune personne aurait pu s'y cacher. Sans réfléchir, j'ai dépassé ma copine et je me suis dirigé vers l'arbre. Rien. C'est comme si les bois s'étaient réveillés immédiatement après. Je suis revenu vers elle et nous avons discuté de ce que nous avions ressenti. Nous avons tous deux trouvé que cette portion du sentier avait semblé bien plus longue que d'habitude et que ce silence nous avait donné l'impression de ne pas être seuls. Nous avions tous deux vu quelqu'un courir derrière cet arbre et nous observer. Nous avons ri pour nous détendre, puis avons continué jusqu'au sommet, où nous avons mangé et profité du paysage avant de redescendre. Plus rien d'étrange ne s'est produit. Je suis repassé par ce sentier plusieurs fois depuis, sans jamais revivre quelque chose de semblable. La deuxième fois que j'ai ressenti ce silence étrange, c'était à l'automne 2016. Je me trouvais derrière mon appartement qui était entouré d'une vaste étendue de forêt. La route la plus proche était à plus de 5 km vers l'est, et les autres routes, au nord et au sud, se trouvaient à bien plus de 15 km. J'étais en train de marcher, peut-être à 1 km de l'appartement, et la forêt était remplie des bruits des oiseaux, des écureuils et des tamias, tous occupés à se préparer pour l'hiver. Puis, soudainement, tout s'est tu. J'ai arrêté de marcher, pensant que ce silence allait vite disparaître. Je croyais que c'était simplement moi qui avais fait trop de bruit en écrasant les feuilles et en craquant des brindilles. Mais là, j'ai entendu quelque chose marcher lentement et s'arrêter quelque part derrière moi, à une certaine distance. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait rien, et le silence persistait. J'ai marché un peu plus loin et me suis arrêté de nouveau. Cette fois encore, j'ai entendu quelque chose marcher au loin, puis s'arrêter, mais toujours hors de ma vue. Cela s'est produit plusieurs fois, et j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai alors décidé de couper vers le nord pour descendre dans un ravin et repartir vers l'ouest, espérant échapper à ce bruit étrange. Mais alors que je sortais du ravin, les bois étaient toujours silencieux, et j'entendais des pas lourds dans les feuilles, comme si quelque chose descendait dans ma direction. J'ai immédiatement pris mes jambes à mon cou, en zigzagant de manière aléatoire jusqu'à mon appartement. Je suis retourné dans les bois plusieurs fois après cet incident, mais je n'ai jamais revécu quelque chose de similaire. Les autorités affirment qu'il n'y a pas de cougar ou de puma dans la région, et je pense que j'aurais su s'il s'agissait d'un ours ou d'un coyote. Selon vous, que pourrait être cette présence? Avez-vous déjà vécu un de ces moments où les bois deviennent étrangement silencieux? Merci d'avoir pris le temps de lire. C'était en septembre, dans le centre du Québec. L'automne s'était installé dans les montagnes, amenant avec lui des chasseurs à l'arc en quête de chèvres de montagne. Mon cousin, appelons-le Louis pour préserver son anonymat, est un chasseur passionné. Il a parcouru toute l'Amérique du Nord pour chasser divers gibiers, des ours en Alaska,
des sangliers en Louisiane, des mouflons dans les Rocheuses, mais son endroit préféré reste les montagnes rocheuses québécoises. Depuis des générations, notre famille chasse dans ces montagnes, connaissant chaque fond de rivière, chaque pic, comme on connaît son propre quartier. Les chèvres de montagne sont un animal fascinant à chasser. Elles vivent bien au-dessus de la limite des arbres, dans des environnements rocheux et escarpés, où elles se déplacent avec une agilité impressionnante. La chasse de ces animaux exige de s'aventurer dans des zones dangereuses. Il faut être extrêmement prudent car un faux pas ou un rocher instable pourrait signifier qu'on ne rentrera jamais. Louis, expert en chasse de montagne, est fait pour ça. Louis avait décidé de chasser dans la région de la rivière Jacques-Cartier, une zone bien connue des locaux, abritant de nombreuses chèvres de montagne. La première portion de sa randonnée fut sans incident. En gravissant le canyon, l'air frais formait de grands panaches de condensation à chaque respiration. Le soleil venait juste de percer au-dessus des montagnes lorsque Louis aperçut un petit sentier de serre. Il pensa qu'un raccourci pourrait être agréable et décida de l'emprunter. Quelques centaines de pieds plus loin, il aperçut quelque chose d'étrange surgir de derrière un arbre. C'était un homme, vêtu d'une veste en denim clair et d'un petit sac à dos. Mon cousin s'arrêta, surpris, pour essayer de comprendre d'où cet homme venait. L'homme lui fit signe avec les deux bras, tenant dans l'une de ses mains un vieil arc de chasse. En guise de réponse, Louis lui fit un signe en retour. Bien que cet homme semblait physiquement en forme, il était manifestement bouleversé. Il cria quelque chose que Louis n'entendit pas bien et lui fit signe de le suivre. Sans ressentir de mauvais pressentiments, Louis décida de le suivre, sentant qu'il avait vraiment besoin d'aide. En gravissant le canyon, Louis ne parvenait jamais à rattraper cet homme qui restait juste assez loin pour qu'il ne puisse pas échanger de mots. Par moments, l'homme s'arrêtait, se tournait pour vérifier que Louis le suivait toujours, et son visage reflétait une profonde inquiétude. Louis tentait de rester calme et souriant, sans savoir où il était conduit. Il trouva cela étrange, se rappelant qu'il n'avait vu aucun véhicule en arrivant au départ du sentier. Peut-être venait-il d'un autre versant, ou un de ses compagnons de chasse avait besoin d'aide. Bien sûr, il n'aurait pas eu à spéculer si l'homme s'était arrêté 5 minutes pour lui parler. Louis perdit brièvement de vue l'homme en passant un tournant du sentier. Ensuite, le chemin déboucha sur une pente rocheuse, raide et difficile. Il chercha l'homme du regard et entendit un sifflement. En levant les yeux, il le vit à environ 500 pieds, agitant frénétiquement les bras pour l'inciter à le rejoindre. Il n'y avait pourtant aucune chance qu'il ait pu monter aussi vite en si peu de temps. Curieusement, Louis ne ressentit ni peur ni méfiance face à cette situation étrange. Voyant l'homme l'inciter avec insistance, il entreprit l'ascension de la pente rocheuse, chaque pas déclenchant de petites coulées de pierre. Après 45 minutes d'efforts intenses, Louis atteignit finalement un petit plateau. Il cherchait l'homme des yeux, mais celui-ci avait disparu. En scrutant les environs, il aperçut quelque chose d'étrange dépassant d'un rocher, à une vingtaine de pieds de là. En s'approchant, il découvrit une vieille botte, puis deux, et sous le rocher, des ossements. Louis chercha à nouveau l'homme du regard, mais ne le revit jamais. Au lieu de se sentir effrayé ou mal à l'aise, il ressentit un profond soulagement, une émotion qui semblait provenir de tout autour de lui, bien qu'elle ne soit pas vraiment la sienne. Il marqua l'emplacement sur son GPS et décida de redescendre pour alerter les autorités. Le service de police du comté de la région de la Jacques-Cartier répondit à son appel, et Louis les guida jusqu'au corps. Il fallut 4 hommes robustes pour déplacer le rocher, et en dessous, ils découvrirent les restes squelettiques d'un homme. Ils retrouvèrent aussi des équipements de chasse et des effets personnels, dont une carte de crédit dans le portefeuille, qui permit d'identifier cet homme, un chasseur à l'arc porté disparu depuis exactement 53 ans. Louis ne souhaita jamais être identifié publiquement ou auprès de la famille du défunt. Il ne voulait pas de reconnaissance pour cela. Pour lui, c'était juste une de ces étranges histoires de montagne, et il était heureux que la famille obtienne enfin des réponses, même un demi-siècle plus tard. La seule chose qui le troubla fut le souvenir de l'homme qui l'avait conduit dans le canyon, avant de disparaître aussi soudainement. Il mentionna l'homme qui lui faisait signe à la police,
mais ne s'y attarda pas. Lorsque les journaux publièrent des photos de l'homme disparu, Louis fut stupéfait en voyant les images. Sur ces photos, il reconnut l'homme qui l'avait guidé vers le corps. Tout prit alors sens. L'expression de détresse de l'homme, ses vérifications constantes pour s'assurer que Louis le suivait, le soulagement qu'il avait ressenti lors de la découverte du corps. Cet homme voulait désespérément rentrer chez lui, et grâce à Louis, il avait enfin pu retrouver sa famille. Il y a une raison pour laquelle il faut toujours me convaincre pour aller camper quand le sujet revient dans les discussions avec mes amis ou ma famille. Je n'ai rien contre la nature ni contre l'extérieur, mais je préfère dormir dans un vrai lit plutôt que par terre dans une tente. Cette année-là, mon copain a réussi à me convaincre d'aller camper, mais cette fois-ci, on séjournerait dans un chalet. J'ai proposé d'aller à la mer, mais au moins je pourrais dormir dans un vrai lit. Nous étions 6 pour ce voyage. Mon copain, moi et 2 autres couples. Nous avons trouvé un joli chalet en forêt, presque isolé, à environ 100 mètres d'un magnifique lac où on pouvait se baigner. Je n'osais pas l'admettre, mais ce séjour me plaisait déjà, surtout une fois sur place. La première journée était parfaite. Nous avons fait des balades sur les sentiers, nagé dans le lac, puis, en début de soirée, nous avons grillé des steaks sur le barbecue. C'était une excellente première journée. Cette nuit-là, nous sommes tous allés nous coucher vers minuit, à peu près. Je n'ai pas très bien dormi. J'avais l'impression d'entendre quelque chose dehors toute la nuit, mais je me suis dit que c'était sûrement mon imagination. Après tout, nous étions en forêt. Entendre des bruits étranges la nuit n'a rien d'inhabituel. Le lendemain matin, alors que nous nous préparions pour une randonnée, une voix joyeuse a résonné derrière nous. « Eh bien bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?» Mon copain, qui est toujours très sociable, a tout de suite engagé la conversation avec l'homme. Il nous a dit qu'il s'appelait Vincent et qu'il connaissait tous les sentiers du coin. L'interaction était un peu étrange, mais pas alarmante. Il a expliqué qu'il habitait à proximité, qu'il faisait une randonnée et qu'en nous entendant, il avait voulu s'assurer que nous étions bien installés. Je me souviens avoir trouvé cela gentil de sa part. C'était un homme assez grand, bien plus d'1,80 m, avec un ventre proéminent. Il portait un sac à dos, des bottes de randonnée et un jean. Il ressemblait vraiment à un randonneur local tout à fait normal. Nous l'avons remercié, et il a éclaté de rire dans sa voix joyeuse, puis est parti. En marchant, nous avons un peu plaisanté sur Vincent. L'après-midi, nous avons décidé de retourner au lac pour nous baigner encore quelques heures, avant de revenir au chalet. Arrivés au bord du lac, nous étions assis sur le quai, profitant du soleil, quand une voix familière a surgi entre les arbres. « Ah, les voilà !» Nous avons tous sursauté, franchement effrayés, et nous avons vu Vincent, debout au bout du quai. Nous lui avons demandé ce qu'il faisait là, et encore une fois, il a affirmé qu'il se promenait et nous avait aperçus. Mon copain a ri et a échangé quelques mots avec lui, mais le copain de mon amie Tina et moi nous sentions mal à l'aise. Pendant toute la conversation, Vincent hochait la tête en riant, jetant des regards autour de lui. Après avoir terminé de parler, il continuait à marmonner « D'accord », tout bas, puis il est reparti. C'était bizarre, mais pas vraiment effrayant, du moins, pas encore. Ce soir-là, alors que nous étions autour du feu de camp à raconter des histoires effrayantes, je me sentais encore plus mal à l'aise, sans vraiment savoir pourquoi. Soudain, Vincent est sorti des buissons sans prévenir en criant d'une voix rieuse « Me voilà !» suivi d'un grand éclat de rire. Nous avons tous bondi bien plus que sur le quai. Mon copain, agacé, lui a dit de nous laisser tranquilles et de rentrer chez lui, lui expliquant que ce n'était pas cool de nous effrayer de cette manière et qu'il avait de la chance que personne n'ait réagi par réflexe. Vincent avait l'air contrarié, disant qu'il essayait seulement de nous aider à rendre notre séjour mémorable. Il est reparti par l'un des sentiers, visiblement vexé. J'ai presque ressenti de la pitié pour lui jusqu'à ce que je réalise qu'il était plus de 23 heures et qu'il n'avait aucune bonne raison de traîner autour de notre camp. L'expérience a un peu gâché le reste de la soirée et nous avons décidé d'aller nous coucher peu de temps après. Une fois dans le lit, j'ai confié à mon copain que je ne me sentais pas bien avec toute cette histoire de Vincent. J'avais le pressentiment qu'il reviendrait encore.
Je n'arrivais pas à me sortir de la tête que les bruits étranges que j'avais entendus la nuit précédente pouvaient venir de cet énergumène. Cette nuit-là, j'étais encore éveillé. Je ne connais pas l'heure exacte, mais à un moment, j'ai clairement entendu des bruits de respiration et des pas juste derrière la fenêtre. J'ai réveillé mon copain, le suppliant d'aller vérifier. Il était agacé au début, mais en regardant dehors, il est devenu pâle comme un linge. Il m'a murmuré qu'il voyait quelqu'un dehors, faisant les 100 pas, et pensait que c'était Vincent. Je me suis approché de la fenêtre en essayant de ne pas attirer l'attention. Ce qui ressemblait à Vincent semblait parler tout seul, marmonnant de manière incohérente. Il a essayé d'ouvrir la porte, mais en voyant qu'elle était verrouillée, il s'est mis à se cogner la tête contre elle comme s'il était furieux contre lui-même. Après quelques minutes de va-et-vient, il a fini par disparaître dans la forêt. Nous étions horrifiés, ne sachant pas quoi faire. Mon copain a appelé le propriétaire du chalet et lui a annoncé que nous allions aussi appeler la police. Une voiture de police est arrivée quelques minutes plus tard et nous avons tout expliqué à l'agent, y compris les apparitions de Vincent. Le policier semblait à peine intéressé, hochant simplement la tête, comme s'il écoutait par politesse, sans prendre vraiment au sérieux la gravité de la situation. Nous avons fait nos valises, préparé un café et sommes restés éveillés jusqu'à l'aube. Dès que le soleil s'est levé, nous avons chargé la voiture et pris la route pour rentrer chez nous. Une fois sur la route principale, nous avons aperçu Vincent, marchant seul, marmonnant encore pour lui-même et se cognant la tête de temps en temps. Nous avons appelé le poste de police pour signaler que nous venions de le voir, celui qui avait tenté de s'introduire dans notre chalet. Je ne sais pas si les policiers l'ont finalement arrêté ou s'il est simplement retourné errer dans la forêt. Je me demande s'il habite vraiment dans les environs ou s'il s'agit juste d'un étrange personnage errant, cherchant peut-être à faire du mal. Je suis heureuse qu'il ne nous soit rien arrivé physiquement, mais dorénavant, ils pourront tous aller camper sans moi. C'est une histoire vraie, et je n'ai cessé de repenser à ce qui s'est passé là-bas. Je vais essayer de la raconter aussi brièvement que possible sans omettre de détails essentiels. L'oncle de ma femme, Jacques, a acheté un terrain juste au nord de Gatineau avec un ami de la famille. Ils l'ont eu à un prix significativement bas, à cause de la pollution du sol, par une ancienne fonderie d'aluminium proche, rendant l'eau inutilisable. Ils avaient chacun installé une caravane sur leurs parcelles respectives pour y vivre. Jacques devenait de plus en plus paranoïaque, affirmant que des gens le suivaient et l'observaient depuis les arbres. Après environ 3 mois passés là-bas, un homme a erré dans les bois et a fini par croiser Jacques, puis l'a attaqué, lui brisant la mâchoire. Lorsqu'il fut arrêté, l'agresseur a avoué qu'il avait ressenti une envie irrésistible de voir s'il pouvait le tuer. 2 mois plus tard, Jacques a été assassiné dans son sommeil, allongé sur le canapé de sa caravane. Charles, l'ami de la famille, l'a trouvé et a immédiatement fui pour appeler la police dès qu'il s'est senti en sécurité. Les preuves sur place ont rapidement permis de capturer le meurtrier, un jeune homme de 19 ans qui a expliqué qu'il voulait simplement récupérer son vélo. Il l'avait battu à mort avec un outil électrique trouvé à côté de lui broyant complètement le crâne. Charles était désormais terrifié à l'idée de rester seul là-bas. Il a emménagé chez un membre de sa famille, mais 8 mois plus tard, n'ayant nulle part où aller, il a dû revenir. Vivant dans la peur constante, il a finalement réussi à convaincre ma femme enceinte et moi de venir vivre avec lui. Dès que j'ai quitté l'autoroute pour entrer sur la propriété, j'ai été saisi par une sensation de terreur. La route de terre menant au terrain était couverte d'au moins 200 corbeaux. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, scrutant la forêt, à la recherche de la cause de cette peur intense. L'énergie de cet endroit était tellement oppressante que je me suis dit que c'était peut-être simplement parce que l'oncle Jacques y avait été tué. Même en journée, l'endroit était sinistre, et je n'ai jamais eu un moment sans me sentir observé. Ma femme et moi ressentions constamment cette peur, surtout une fois la nuit tombée. Les choses se sont un peu normalisées, jusqu'à ce qu'un jour Charles se mette à vomir et à se sentir très faible en permanence. Je l'ai emmené à l'hôpital, où ils ont dit qu'il n'avait probablement qu'une grippe. C'était l'anniversaire du meurtre de Jacques. 3 jours après cette date, Charles est sorti en courant de sa caravane, criant qu'il n'arrivait pas à respirer
nous réveillant ma femme et moi. Nous sommes sortis pour voir ce qui n'allait pas. Charles avait démarré sa voiture et foncé dans un arbre tout proche. J'ai accouru pour regarder par la fenêtre et j'ai vu dans ses yeux une terreur pure, la plus primitive que j'ai jamais vue. Il haletait, se tenant la poitrine. Quelques secondes plus tard, il poussa un dernier soupir avant de s'éteindre. J'ai tenté de le ranimer pendant une demi-heure, jusqu'à l'arrivée des secours. C'était le 10 juillet, 1 an et 3 jours après son arrivée sur le terrain. Jacques et Charles étaient tous deux morts désormais, et il ne restait plus que ma femme et moi, seuls sur la propriété, vivant chaque jour dans la peur et sans comprendre ce qui s'était passé là-bas. Un jour, je suis sorti chercher de l'eau dans le baril que nous utilisions comme réserve. Une odeur horrible, la pire que j'ai jamais sentie, m'a assailli. Le conteneur d'eau, avec une ouverture d'1 pouce de diamètre, contenait des morceaux d'écureuil, des épines dorsales, des têtes. Ils n'avaient pas pu simplement tomber dedans. Quelqu'un ou quelque chose devait les avoir déchiquetés avant de les y mettre. Les nuits devenaient de plus en plus terrifiantes. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit, mais je ressentais toujours cette anxiété intense. J'ai grandi dans les montagnes du nord du Québec, à près de 50 km de la ville la plus proche, et j'étais habitué au bois, même la nuit. Mais ici, j'entendais des craquements et des bruits de pas toutes les nuits. Une nuit, en rentrant, ma femme et moi avons ressenti une peur indescriptible. Tout semblait différent, même si chaque chose était exactement à sa place. En regardant autour, j'ai soudain aperçu un chat roux aux poils longs et éparses, assis sur une souche. Ses yeux étaient intenses, presque flamboyants, mais sans briller. Puis, nous avons commencé à entendre des branches craquer et des aiguilles de pin se froisser, semblant venir de toutes les directions. Je restais figé, fixant le chat, incapable de bouger. Soudain, une voix s'est élevée dans la forêt. « Il y a quelqu'un ?» Elle semblait être celle d'une petite fille, mais quelque chose n'allait pas. Ma femme a répondu « Oui, ça va? Y a-t-il quelqu'un ?» La voix changea. « Aidez-moi, aidez-moi. » Nous avons appelé à nouveau, sans réponse. Puis, la voix a hurlé de manière intense et terrifiante, un cri presque démoniaque. La peur que j'ai ressentie à cet instant est indescriptible. Pourtant, ma femme, comme hypnotisée, ressentait un besoin irrésistible d'aller aider cette personne. Elle a commencé à s'enfoncer dans la forêt, sans un mot. Je lui ai attrapé le bras, lui disant que quelque chose n'allait pas, que cette personne ne répondait pas normalement. Elle a continué à se dégager et à s'avancer seule dans les bois. Je lui ai finalement demandé de remonter dans le camion et que j'allais prendre les projecteurs pour qu'on y aille ensemble. Heureusement, elle s'est laissée convaincre. Nous avons baissé les vitres et éclairé la forêt avec mes puissantes lumières LED, avançant lentement sur le chemin tout en criant. Toujours aucune réponse. Plus loin sur la route, la voix a repris, plus proche que jamais. « Aidez-moi, quelqu'un peut m'aider ?» Les sons sont difficiles à localiser dans la forêt, mais cette fois, ils semblaient venir juste à côté. Je freine immédiatement, éclaire autour et crie à nouveau. Aucune trace de personne. Soudain, la voix résonna dans la cabine, comme si elle se trouvait juste à côté de ma fenêtre. « Aidez-moi, vous pouvez m'aider ?» Mes oreilles résonnaient comme après un coup de tonnerre. J'ai appuyé sur l'accélérateur sans me retourner. Nous avons appelé la police en arrivant sur la route principale. Plus tard, les agents nous ont rappelés après avoir inspecté les lieux affirmant qu'il n'y avait personne. Le lendemain, je suis revenu récupérer nos affaires. Ma femme a accouché le lendemain, et après la naissance de notre enfant, nous n'avons plus jamais remis les pieds là-bas. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer de telles choses? Avant, je ne croyais même pas au paranormal, mais aujourd'hui, je ne sais plus comment expliquer ce qui s'est passé. Je poste ici dans l'espoir que quelqu'un en dehors de mon cercle d'amis pourra m'aider à comprendre l'une des rencontres les plus étranges et effrayantes que j'ai jamais vécues avec un inconnu. Il y a un peu de contexte à poser pour que l'histoire ait du sens. J'habite au Québec et je passe presque tous mes week-ends à explorer la région désertique à l'ouest de la province. Cela fait une dizaine d'années que je fais cela, et je connais une petite chaîne de montagnes située juste à l'extérieur d'une région peu fréquentée,
presque mieux que n'importe qui. J'ai parcouru chaque sommet important, chaque canyon, et visité chaque mine abandonnée. J'évoque tout ça pour souligner à quel point je suis familier avec cet endroit. Ce secteur est situé à côté des célèbres plaines salées, semblables à celles de Bonneville, et couvrant des dizaines de kilomètres carrés d'un lac alcalin asséché. C'est l'un des rares endroits suffisamment vastes et plats où des courses annuelles sont organisées et où des records de vitesse terrestre ont été établis. En dehors de ces périodes, vous êtes libre de conduire et camper n'importe où. L'expérience est unique, surtout lorsqu'il n'y a pas de vent, alors j'y campe souvent, presque toujours seul, car mes amis ne partagent pas mon goût pour l'exploration. Il y a un endroit particulier où j'aime camper. C'est le plus isolé qu'on puisse trouver, à environ 15 km de la route la plus proche. En général, si quelqu'un d'autre se trouve dans les environs, on évite de s'approcher par prudence, car les intentions des autres peuvent être imprévisibles, voire dangereuses. Cela dit, en 10 ans, je n'ai jamais eu le moindre problème, et personne ne s'est jamais approché de mon campement. Le 31 août 2019, je suis retourné à mon emplacement habituel. Il faisait exactement 40 degrés ce jour-là, donc j'avais installé un abri solaire orange près de mon camion. La journée était si calme que le silence devenait presque assourdissant. Le sol salé, chauffé par le soleil, s'était contracté en une sorte de texture croustillante qui craquait sous les pas. Je n'ai pas vu une seule voiture à l'horizon toute la journée, hormis le bruit d'un train qui passait à près de 15 km. Vers 19 h, je me suis assoupi sous mon abri. Je me suis réveillé naturellement environ 1 heure plus tard, et j'ai fait un tour complet sur moi-même pour scruter l'horizon à 360 degrés. Rien. Il restait environ 3/4 d'heure avant le coucher du soleil. La température était encore élevée, et l'air toujours d'un calme absolu. Je portais un t-shirt bleu vif et un petit pistolet dans un étui sur la poitrine, pour des raisons de sécurité en cas de mauvaise rencontre. Je me suis mis à couper un peu de bois pour allumer un feu. J'étais à une dizaine de mètres de mon camion quand, soudain, j'ai entendu un bruit derrière moi, comme si quelque chose frôlait mon abri. Mon cerveau a mis un moment à traiter l'information car je n'avais entendu aucun autre bruit de toute la journée. En me retournant rapidement, j'ai vu une jeune fille. Je suis resté figé, le sang glacé. Elle était à une 50aine de mètres, marchant en direction de mon camp, légèrement de travers par rapport à mon camion, se dirigeant vers la vaste étendue déserte. Ce que j'avais entendu, c'était en fait le bruit de ses pas écrasant la surface salée. Elle ne me regardait pas directement, avançant d'un pas régulier. Elle semblait avoir 18 ans environ, portant un t-shirt teint à la main et un short en jean. Elle avait des Converse, pas des chaussures de randonnée, aucun sac, aucune bouteille d'eau, pas même un chapeau ou des lunettes de soleil, et marchait droit vers le soleil couchant sous une chaleur étouffante. Elle ne paraissait ni fatiguée ni désorientée. J'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait pendant quelques secondes. J'ai rapidement balayé l'horizon du regard pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre, une voiture, un signe quelconque, mais il n'y avait rien, juste elle. Je me suis redressé, j'ai posé ma hache et j'ai lancé maladroitement. Sacrée chaleur pour une balade, non? Tout va bien? Je tremblais, absolument abasourdi par sa présence, incapable de comprendre comment elle avait pu arriver si près de moi sans que je l'entende ou la voie approcher. Sans tourner vraiment la tête vers moi, en continuant sa marche, elle a répondu « Mes amis sont juste là-bas ». Elle a fait un geste vague derrière elle avec le pouce. Mais il n'y avait rien derrière elle, aussi loin que portait la vue. Elle a poursuivi son chemin, passant devant mon campement, en direction de la chaîne de montagnes, à des kilomètres au nord-ouest. J'étais tellement surpris par cette rencontre humaine soudaine dans un endroit aussi reculé que je n'ai rien trouvé à dire. Le temps que je pense lui proposer de l'eau ou lui demander à nouveau si elle allait bien, elle était déjà à près de 150 mètres, mais j'entendais encore le craquement de ses pas, comme si elle était tout près. J'ai pris mes jumelles et j'ai observé fixement, complètement incrédule. J'ai même pensé que j'allais peut-être la voir disparaître comme une sorte de mirage. J'ai passé près de 15 minutes sans quitter la silhouette des yeux dans mes jumelles. Elle n'a jamais regardé en arrière ni ralenti. À ce stade, elle devait être à presque 2 km et j'entendais toujours le bruit de ses pas distinctement. Alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes,
J'ai entendu son téléphone sonner. Je n'avais moi-même pas de réseau. Je l'ai vu sortir son téléphone de sa poche, parler brièvement, et elle a continué à marcher. Environ 1 minute plus tard, j'ai entendu le bruit d'un moteur derrière moi. Je me suis retourné pour voir des phares à l'horizon, à environ 5 km, venant droit vers moi à grande vitesse. La paranoïa a commencé à m'envahir. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une sorte de piège. Le véhicule a traversé mon campement en soulevant un énorme nuage de poussière et s'est dirigé dans la direction où la fille se dirigeait. C'était un vieux modèle de Range Rover des années 90. Malgré leurs vitres baissées, ils allaient à au moins 80 km/h. Avec la nuit tombante, je n'ai pas pu distinguer les passagers. Peu après, leurs feux arrière sont arrivés à peu près là où j'avais perdu la trace de la fille. Ils semblaient faire des allers-retours, freinant et accélérant comme s'ils faisaient des dérapages sur le sel. Puis leurs phares sont apparus de nouveau, et j'ai entendu le moteur rugir à plein régime. Il revenait dans ma direction. J'ai pris couvert derrière mon camion et j'ai armé mon pistolet, convaincu que quelque chose d'inquiétant allait se produire. 1 minute plus tard, ils ont filé devant mon campement à toute allure, sans s'arrêter, mais encore plus près et plus vite que la première fois. C'était certainement une manière d'envoyer un message. Après quelques minutes, leurs feux arrière ont disparu à l'horizon, en direction de la ville. Je ne savais plus quoi penser. Rien de tout cela n'était techniquement illégal, mais tout semblait si étrange et inexplicable. Que faisait cette fille ici, à 15 km de tout? J'ai immédiatement décidé de déplacer mon campement de plusieurs kilomètres dans les contreforts des montagnes, espérant capter du réseau. Malheureusement, rien. Finalement, je suis allé me coucher. Le lendemain matin, de retour en ville, j'ai raconté l'histoire et décrit la fille aux autorités. Ils n'ont pas semblé inquiets et je n'ai jamais eu de nouvelles à ce sujet. Merci d'avoir lu. Si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Pendant mes années d'université, j'avais un ami dont le père possédait une parcelle de 320 hectares dans l'est du Québec. Par le passé, il avait loué ce terrain à des chasseurs et des compagnies forestières, mais il avait cessé de le faire. Quelques années auparavant, il y avait construit une cabane et nous autorisait de temps en temps à y passer du temps. C'était une excellente façon de se détendre et d'échapper aux pressions des études, tout en se rapprochant de la nature. Pendant les vacances de printemps de 1997, nous avons chargé nos voitures et pris la route en direction de la cabane. Notre programme, tirer quelques coups, boire de la bière et faire toutes ces choses que les campagnards comme nous aiment faire en forêt. Dès le premier matin, nous étions occupés à nettoyer la cabane et à déballer nos affaires. Vers l'heure du dîner, nous avons allumé un grand feu à l'extérieur pour griller des steaks et faire frire des pommes de terre. Pas de dessert, nous avons directement sorti les bières. Le soleil s'est couché peu de temps après, et nous avons passé la soirée à boire et à partager quelques joints. À un moment dans la nuit, j'ai entendu un bruit de frottement à l'extérieur. Je suis sorti pour vérifier. Le feu était presque éteint, et juste au-delà de la lueur des flammes, j'aurais juré apercevoir la silhouette d'un homme debout, complètement immobile. D'après ce que je pouvais voir, il me faisait face, comme s'il attendait de voir ce que j'allais faire. J'ai cligné des yeux pour essayer de mieux voir, mais la position et le manque de lumière rendirent la silhouette floue. L'homme restait immobile, alors j'ai décidé de m'avancer un peu pour l'observer de plus près. L'idée me terrifiait, mais j'étais fasciné par cette présence. Ou alors, j'étais peut-être trop ivre pour prendre une décision sensée. Je fis 2 pas en avant, mais une voix derrière moi me distraisit. Mon ami s'était réveillé, avait remarqué que la porte était grande ouverte et m'avait vu errer près du feu. Sa voix me fit sursauter, mais je reconnus rapidement celui qui parlait. Je lui demandai s'il voyait la silhouette de l'autre côté du feu. Il se contenta de rire en disant que j'étais tellement défoncé que je voyais des choses. On a éclaté de rire, puis nous sommes retournés nous coucher. En me dirigeant vers mon lit, j'ai jeté un dernier coup d'œil, mais la silhouette avait disparu. Je me suis fait la réflexion que cette vision n'était probablement due qu'à l'excès de festivité de la soirée. Le lendemain matin, j'ai tout attribué à mon imagination et poursuivi ma journée. Nous avons passé la matinée à pêcher au grand étang.
Après le déjeuner, nous avons pris les fusils, et l'un des gars avait même apporté un arc à poulie. La soirée s'est déroulée comme la précédente. Bière, fumée et discussion autour du feu. À un moment de la soirée, alors que je m'éloignais pour me soulager, un craquement de branches proches m'a fait sursauter, et je suis revenu en hâte vers le feu, le visage encore marqué de peur, ce qui a fait rire les autres. En essayant de leur expliquer ce que j'avais entendu, ils m'ont rappelé qu'il y avait d'autres créatures dans la forêt. L'explication semblait raisonnable, alors j'ai fini par accepter. Plus tard, alors que nous étions plongés dans une discussion, je me suis tourné vers le gaz à ma gauche pour lui parler. Ce que j'ai vu m'a tétanisé. Juste derrière lui, à quelques pas, se trouvait un homme que je ne reconnaissais pas. C'était comme s'il était apparu de nulle part. Ce qui rendait la scène encore plus terrifiante, c'est qu'il fixait intensément l'arrière de la tête de mon ami, comme s'il essayait de la percer du regard. Je restais figé, et plus je l'observais, plus je réalisais qu'il s'agissait du même individu que j'avais vu la veille, en dehors du cercle de lumière du feu. Il était de taille moyenne, avec une longue barbe négligée. Mon ami continuait à parler, inconscient de cette étrange présence. Après plusieurs secondes, l'inconnu s'est tourné vers moi avec une expression vide et est parti. C'est seulement à ce moment que mon ami a remarqué mon expression horrifiée. Quand il m'a adressé la parole, la terreur qui m'enserrait s'est enfin relâchée et j'ai commencé à décrire ce que je venais de voir. Mes amis ont éclaté de rire et ont suggéré que j'avais vu le monstre du Loch Ness. Malgré mes protestations, ils n'y croyaient pas et j'ai fini par abandonner. Toutefois, leur moquerie m'a encore plus déterminé à prouver l'existence de cet inconnu. Les 2 jours suivants furent calmes, aucune trace de cet homme mystérieux. Au bout de 5 jours, je commençais à douter de moi. J'avais vu cet homme 2 fois, et là, il semblait s'être volatilisé. Je me résolus à abandonner ma quête, à moins qu'une nouvelle preuve n'apparaisse. Le père de mon ami avait entendu dire par un propriétaire voisin qu'il avait aperçu un groupe de sangliers sauvages traversant ses terres. Nous avons donc pris nos fusils et sommes partis à leur recherche. Après environ 1 kilomètre sur l'une des routes principales de la propriété, nous avons trouvé des traces indiquant leur passage. Nous avons continué à pied sur un autre kilomètre et sommes tombés sur 3 grands sangliers. Nous nous sommes préparés à tirer, chacun avec son fusil prêt. J'étais à 1 seconde de dire « 3 » et de presser la détente quand un coup de feu retentit dans les airs, suivi d'un éclat de bois au-dessus de la tête de mon ami. Nous avons mis un moment à réaliser que quelqu'un nous tirait dessus. Quelques secondes plus tard, un autre coup, cette fois encore plus près. Nous n'allions pas attendre un 3e. L'ami qui semblait être la cible principale nous a conduits sur un sentier menant à la cabane. Aucun autre tir ne suivit notre fuite. Cependant, au lieu de trouver refuge au camp, les tirs ont repris. N'ayant d'autre option, nous avons sauté dans mon camion et filé en direction de la ville, à une 30aine de kilomètres, pour chercher de l'aide. Après avoir expliqué la situation, nous sommes retournés sur la propriété, accompagnés de quelques agents. Nous avons approché prudemment, restant dans nos véhicules. Une inspection rapide montra 3 impacts de balles dans la cabane et 2 autres dans le pare-brise de mon ami. Peut-être le plus étrange, toutes nos affaires de camping étaient éparpillées sur le sol, bien que rien ne manquait, à l'exception d'une boîte de cartouches de 30 trintes et étrangement de mon sac de couchage et de ma couverture en laine. Les agents commencèrent à soupçonner qu'un squatteur ou un braconnier campait sur le terrain. Ils semblaient en prêts à laisser tomber, mais lorsque le père de mon ami, propriétaire du terrain, en fut informé, il mit la pression pour qu'une véritable enquête soit menée. C'est à ce moment que je racontais mon histoire à propos de l'homme que j'avais vu rôder autour du feu. Cette fois, personne ne riait, et enfin mon récit fut pris au sérieux. Une semaine d'enquête suivit, menée par le père de mon ami, mais à part quelques vieux camps abandonnés, ils ne trouvèrent rien. Ils supposèrent que l'inconnu avait quitté les lieux, conscient qu'on le recherchait. Pendant l'investigation, plusieurs pistes furent suivies pour identifier cet étranger, comme celle de prisonniers échappés, mais son identité demeure encore inconnue. En raison du risque d'une autre attaque, nos excursions sur le terrain ont cessé. L'année suivante, nous avons tenté de camper ailleurs, mais ce n'était pas la même chose, et nos escapades en pleine nature disparurent peu à peu. 5 ans plus tard,
Le père de mon ami eut une crise cardiaque et perdit tout intérêt pour la cabane. La propriété fut relouée à une compagnie forestière, et depuis, les arbres servent à la production de papier et de pâte à bois. Chaque fois que je note quelque chose, cela me rappelle nos escapades incroyables et surtout cette semaine étrange et effrayante qui y a mis fin. J'appelle encore 1 ou 2 fois par an mon ancien ami d'université. Il m'a dit qu'à sa connaissance, cet inconnu n'a jamais été retrouvé. Nous passons encore du temps à théoriser sur ses origines et sur ce qu'il est devenu. Mais quand je suis seul, je me demande pourquoi ce soi-disant inconnu semblait tant concentrer sa haine sur mon ami, et surtout s'il attend toujours quelque part une occasion de finir ce qu'il avait commencé il y a toutes ces années. Je publie ceci autant pour divertir que pour recevoir des avis. Cette histoire est 100% véridique. Je ne suis pas quelqu'un de spirituel, et je suis plutôt insensible aux énergies et aux vibrations. Mais je crois que certaines personnes sont plus réceptives à leur environnement que moi sur ce plan-là. Je suis de nature cynique, surtout en ce qui concerne les phénomènes paranormaux. J'habite dans les contreforts de Charlevoix, au Québec, près de la base de la chaîne de montagnes des Laurentides. J'ai vécu quelques années en pleine montagne, et je détestais ça. Je ne supporte pas la forêt. Par chance, ou malchance, je suis retourné vivre avec mes parents dans leur chalet entouré de bois. Le terrain de ma famille s'étend sur 6 hectares de forêt. Ce sont les bois dans lesquels j'ai grandi, et même si je suis habituellement réticent envers la nature, je m'y sens plutôt en sécurité. Enfant, j'escaladais les arbres. Je jouais dans le ruisseau et je combattais des ennemis imaginaires avec des épées en bâton. Cette forêt est comme une seconde maison, sauf la zone juste derrière notre jardin. Notre chalet est situé au sommet d'une colline assez raide, qui descend sur près d'1 kilomètre avant de rejoindre un ruisseau dans la forêt. À mi-chemin entre la maison et le ruisseau, se trouve une petite parcelle de bois, juste derrière la clôture du jardin. Elle est toujours à l'ombre, sans sous-bois épais, juste des arbres, de l'argile rouge, des tas de feuilles, le tout habituel. Mais cet endroit a une atmosphère vraiment étrange, une sensation difficile à expliquer, comme si je n'y étais pas le bienvenu. Mes parents l'évitent aussi, et même nos animaux de compagnie passés et présents refusent de s'en approcher. Je vais décrire quelques-unes de mes expériences, peut-être que cela rendra mon récit plus parlant. Vers 8 ou 9 ans, un été, j'avais décidé d'essayer de camper dans le jardin. J'ai installé la vieille tente de famille, avec un matelas gonflable, une pile de couvertures, mon cher doudou en forme de daim Baptiste et quelques bandes dessinées. J'étais excité, mais dès le début, quand ma mère m'a aidé à organiser ce petit campement, je me sentais mal à l'aise. La parcelle ombragée derrière le jardin dégageait une sensation étrange, mais j'étais un enfant, donc je me suis dit que ce n'était rien de grave. Je n'étais qu'à une dizaine de mètres de la maison, tout irait bien. Spoiler, tout ne s'est pas bien passé. Une fois installé pour la nuit, je lisais mes bandes dessinées en me prenant pour un vrai aventurier. Il faisait à peine nuit quand j'ai commencé à entendre un bruit rythmé dans la forêt derrière le jardin, comme des pas lourds écrasant les feuilles mortes, tournant en cercle. Il n'y a pas d'ours dans notre région et de toute façon ce que j'entendais marchait sur 2 pattes, pas 4. La chose ne s'est jamais approchée du jardin, même si je restais là, immobile, à l'écouter avec Baptiste dans les bras. J'ai tenu 1 heure dans cette fichue tente avant de courir me réfugier dans mon propre lit. Ma mère est une passionnée de jardinage, et un jour, elle a décidé de créer plusieurs bacs surélevés dans le jardin pour y cultiver des herbes et des légumes. J'avais environ 11 ans, donc naturellement, j'étais mise à contribution. Nous avons passé le début du printemps à préparer les bacs et à les planter. C'est là que j'ai remarqué que dès que nous étions derrière la maison, ma mère et moi devenions tendus, irritables. Nous sommes habituellement inséparables et ne nous disputons jamais. Mais là, nous étions constamment sur les nerfs en travaillant sur ce maudit jardin. J'ai aussi remarqué, pour la première fois, que la forêt derrière la maison était d'un silence mortel. Jouer de la musique ou discuter ne changeait rien, ce silence pesant restait présent. Et c'est toujours comme ça dans cette partie de la forêt. Les plants ont bien poussé pendant un certain temps, mais ma mère me demandait toujours de l'accompagner pour s'occuper du jardin.
À l'époque, je trouvais cela exagéré. Mais plus tard, elle m'a expliqué qu'elle n'arrivait tout simplement pas à y aller seule. Elle attendait toujours que je rentre de l'école pour s'en occuper, car elle se sentait trop mal à l'aise et indésirable dans cette partie du jardin. Finalement, nous avons abandonné le projet et les bacs surélevés sont encore là, en train de pourrir dans le sous-bois. Je ne les ai pas vérifiés depuis le collège. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Enfin, ce qui reste à mon avis l'expérience la plus troublante s'est produit quand j'ai demandé à ma mère de me couper les cheveux. À l'époque, nous avions moins de moyens, donc au lieu d'aller au salon de coiffure, ma mère me faisait des retouches 2 fois par mois. C'était le printemps. Il faisait beau, alors elle a suggéré de le faire dans le jardin pour simplifier le nettoyage. J'avais 13 ou 14 ans. Nous nous sommes installés, j'ai apporté un tabouret et je me suis assis pendant qu'elle me coupait les cheveux. Petite précision, ma mère m'a toujours coupé les cheveux et elle est très douée, elle ne fait jamais d'erreur. Ce détail est important. Pendant qu'elle travaillait et que nous discutions, je ressentais ce malaise familier. Je savais que nous n'étions pas les bienvenus ici. Les arbres restaient immobiles, ombragés, malgré la journée ensoleillée. Je me souviens que l'air était très froid. Ma mère a fini la coupe et je me suis secoué pour enlever les cheveux coupés pendant qu'elle admirait son travail. Elle est passée devant moi pour voir de plus près et a incliné ma tête de tous les côtés en disant que ça avait l'air bien. 3 choses se sont produites très rapidement. D'abord, j'ai ressenti une forte pression sur mes poumons, comme si je ne pouvais plus respirer. C'était une sensation si étrange que j'ai figé. Toute la tension de l'atmosphère s'est abattue sur moi d'un coup. Ensuite, j'ai vu le visage de ma mère devenir vide, son sourire s'effacer et son regard se troubler comme si elle était perdue dans ses pensées. Puis, sans ciller, elle a avancé avec les ciseaux et m'a coupé profondément la peau juste au-dessus de l'œil gauche. J'ai paniqué, j'ai sauté du tabouret et reculé. Ma mère a alors semblé reprendre ses esprits, les larmes aux yeux, s'excusant sans arrêt. Nous sommes remontés en courant pour soigner la coupure et arrêter le saignement, laissant tout sur place. J'ai encore une petite cicatrice aujourd'hui, et elle ne s'est jamais pardonné cet incident. Il n'y avait même pas de cheveux à cet endroit. J'avais les cheveux courts à l'époque. Voilà, quelques-unes des nombreuses expériences étranges qui m'ont fait éviter l'arrière du jardin. Je n'y suis pas allé depuis 7 ou 8 ans, mais maintenant que je vis à nouveau ici, il m'arrive de regarder vers l'arrière du jardin et de ressentir ce même frisson d'appréhension. Pourquoi ne nous sentons-nous pas les bienvenus dans cette parcelle d'une quinzaine de mètres carrés qui nous appartient? Pourquoi cet endroit est-il si sombre et silencieux en permanence? Je n'en ai aucune idée, mais mes parents et moi faisons avec et faisons comme s'ils n'étaient pas là. L'histoire que je vais raconter est absolument véridique. Les années que je vais citer sont des estimations de la période pendant laquelle cette histoire étrange circulait librement. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vraiment questionné ma propre santé mentale et mes perceptions. Je vous demande de lire cette histoire jusqu'au bout, car, contrairement à la plupart des récits de ce genre, elle a une vraie conclusion. J'écris ceci aujourd'hui parce que je crois que cette histoire contient une leçon. Tout se passe dans une ville de taille moyenne, à environ 2h30 au sud-ouest de Montréal, à la frontière de l'Ontario. La Dame des Bois fut aperçue dans un petit parc, en plein centre-ville, entouré d'environ 2 hectares de bois. Vers 1993 ou 94, j'ai entendu parler pour la première fois de cette Dame des Bois. J'étais en 5e année de primaire, en train de traîner avec d'autres garçons sur le terrain de l'école. L'histoire était votre typique histoire de fantôme. Un enfant avait disparu après avoir vu ce fantôme, une femme vêtue entièrement de blanc. Il ne connaissait pas le nom de l'enfant mais affirmait que cela s'était passé en 1987. Un autre garçon a ajouté qu'un adulte avait également disparu la nuit après avoir aperçu le même fantôme, quelques années plus tard. Dans les 2 cas, l'apparition s'était produite après la fermeture du parc, bien après minuit. Le parc, niché entre plusieurs quartiers résidentiels, avait aussi la réputation d'inciter certains habitants à déménager après avoir vu la femme se promener parmi les arbres. Dans les années qui suivirent, j'entendis d'autres histoires à propos de sorcellerie, de cultes sataniques, d'enlèvements et même de meurtres associés à ce lieu.
L'histoire gagna en intensité lorsqu'un camarade de notre classe trouva un pentagramme peint en rouge sur un arbre près du parc. Nous sommes allés voir à vélo et en effet, c'était là, grossièrement peint comme si cela avait été fait à la hâte. Impossible de savoir si le pentagramme faisait partie de l'histoire ou s'il avait été ajouté à cause de l'histoire elle-même. En 5e année, on ne se pose pas vraiment de questions, on ne fait que constater ce qui est sous nos yeux, et ce que j'ai vu était définitivement effrayant. En mai 1995, un ami nommé Michel, qui vivait à un pâté de maison de ce parc, eut la permission de ses parents d'organiser une soirée pyjama pour son anniversaire. Il invita une dizaine de garçons pour passer la nuit, à faire ce que des garçons de cet âge font. Michel connaissait toutes les histoires de fantômes sur le parc, étant le plus proche de nous tous, et un de ses voisins lui avait même raconté toutes sortes de détails étranges, ou du moins le prétendait-il. Il nous raconta ses histoires, ajoutant même quelques détails supplémentaires. Puis, vers 1h du matin, l'un des garçons suggéra que nous sortions en douce pour essayer de voir ce fantôme. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous sommes sortis discrètement et avons marché jusqu'au parc. Une fois arrivés, nous nous sommes séparés en petits groupes. Certains sont allés du côté du terrain de baseball envahi par les mauvaises herbes, d'autres vers les jeux, et moi et un autre garçon sommes restés près du parking, proche de la maison de Michel. Je pourrais embellir ce récit en disant que nous avons fait des choses super cool, mais en réalité, nous ne faisions que marcher, regardant et attendant. Nous étions là depuis une quinzaine de minutes quand cela arriva. Je vous assure, c'était comme un film. Elle était là, dans les bois, au nord de ma position. J'ai vu une silhouette féminine, blanche, avec des cheveux blancs, vêtue d'une tenue blanche flottante, qui semblait même briller dans l'obscurité. C'était l'image parfaite du fantôme tel qu'on l'imagine. J'ai eu plus peur que jamais dans ma vie. Jusqu'à ce jour, c'est le moment le plus terrifiant que j'ai vécu. Tous les 10, nous l'avons vue. Elle se détachait dans l'obscurité. Nous avons détalé, courant plus vite que jamais, silencieux et concentrés sur notre fuite vers la maison de Michel. Je pourrais dire qu'elle nous a poursuivis, qu'elle s'est tournée vers nous ou qu'elle a fait quelque chose d'effrayant, mais ce serait mentir. En fait, elle ne nous faisait même pas face. Elle semblait plutôt contempler la forêt sans remarquer notre petite bande d'enfants paniqués. Nous sommes tous rentrés sains et saufs, mais avons passé la nuit à redouter que cette dame des bois vienne nous chercher. Elle ne réapparut pas. De retour à l'école, la légende de la dame des bois prit vie. Nous avons tous raconté l'histoire, et même un de nos enseignants nous écouta poliment avant de changer de sujet. Nous avions une des meilleures histoires de fantômes de campfire de tous les temps. Le temps passa, nous sommes passés au secondaire, puis au lycée. Je ne dirais pas que l'histoire est morte. On en parlait encore parfois, et je sais qu'elle circulait encore dans notre école primaire après notre départ. Un des garçons présents à la soirée d'anniversaire se suicida peu après le lycée. J'ai tout fait pour ne pas relier cet événement à cette histoire de fantôme, bien que l'idée m'ait traversé l'esprit. Fast forward, en 2010, après avoir terminé mes études et lutté pour trouver ma voie, je finis par me stabiliser. Un emploi à plein temps, un mariage, un chien et même quelques enfants. Nous achetons notre première maison, située à un pâté de maisons de celle de mon enfance, à 2 rues du fameux parc. Lors de mes jours de repos, je promène mon chien dans ce parc où la dame des bois m'avait jadis terrifié. À 27 ans, je regardais souvent l'endroit où j'avais vu cette apparition, tentant de rationaliser. Comment, en 6e, avais-je pu voir un fantôme, avec 9 autres personnes pour le confirmer? Je savais que ce n'était ni un rêve, ni mon imagination. Ce que j'avais vu était réel, mais avec les années, notre cerveau rend parfois les choses floues. Un jour en été 2012, je me promenais de nouveau avec mon chien le long des bois où j'avais aperçu la dame des bois des années auparavant. Je pensais à elle, à mes amis d'enfance, me demandant s'ils repensaient à cet instant comme moi. Mes pensées furent interrompues en passant devant une remorque attachée à une camionnette dans l'allée de la maison la plus proche des bois. Un homme d'âge moyen déplaçait des objets sur la remorque. Je le saluai et nous échangeâmes quelques mots.
Il m'expliqua qu'il venait de vendre la maison de ses parents à un jeune couple. Puis, sans trop savoir pourquoi, j'ai décidé de lui poser une question que je n'aurais normalement jamais posée en pleine conversation. Je lui ai demandé s'il avait entendu des histoires de fantômes à propos du parc. Ce que cet homme me répondit restera gravé en moi pour toujours. Il sourit et me dit qu'il en avait beaucoup entendu parler. Rassuré, je lui racontai une version abrégée de l'histoire que vous venez de lire. Il m'écouta attentivement, puis, après un moment, il répondit « Je vivais ici avant que le parc soit construit. Mes parents m'ont élevé ici, et j'ai quitté la maison en 1983 ou 84. Mon père est décédé en 1991. Depuis, ma mère était restée seule ici. Le fantôme que vous avez vu, c'était ma mère. » Interloqué, je le regardais sans comprendre. Il continua. « Mais ma mère avait des problèmes de santé qui ont commencé vers le milieu des années 80 et ont duré jusqu'à sa mort, ce printemps dernier. Les médicaments qu'elle prenait la faisaient somnambuler. Je ne compte plus les appels reçus en pleine nuit de la part de la police, me disant qu'ils l'avaient trouvée errant dans le parc. Un voisin a même déménagé à cause des perturbations. Ma sœur habite au Texas et j'ai toujours essayé de lui faire comprendre qu'il fallait placer maman en résidence, mais elle n'a jamais voulu. Vous voyez, ma mère avait un peignoir favori, tout blanc. Elle dormait toujours dans le même pyjama en soie perle, tout blanc. Elle mettait même parfois des gants blancs. Imaginez ce que cela donnait en pleine nuit, sous les lampadaires du parc. C'était facile pour la police de la retrouver. Donc le fantôme que vous avez vu, c'était ma mère en train de somnambuler. J'étais sidéré. La Dame des Bois était bien réelle, mais elle n'était ni un fantôme ni une illusion. Elle était juste une femme, la mère de cet homme souffrant d'une maladie. Je n'ai jamais revu cet homme. Le jeune couple qui a emménagé après lui est sûrement ignorant de l'histoire que l'ancienne occupante des lieux a inspirée. Est-ce que sa légende continue? Peut-être que des enfants entendent encore cette histoire et qu'ils croient que cette dame hante le parc. Parfois, lorsque j'entends une histoire qui semble impossible, je pense à la Dame des Bois. L'événement en lui-même était réel, mais le contexte avait transformé sa signification. Cet épisode a changé ma manière d'appréhender les récits. Peut-être que ce qui semble impossible est simplement mal interprété. Merci d'avoir lu.